vous allez bien et que vous passez un excellent début de dimanche. Je suis complètement enrhumée et du coup je vais parler du nez et me moucher l'intégralité de la vidéo, mais c'est pas grave. Comme la majorité d'entre vous le savent, je suis dans mon 3e trimestre de grossesse. Dans 2 mois, je vais accueillir mon 4e enfant. Pour notre 3e bébé, on a fait une naissance à domicile, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas aller en maternité ou en maison de naissance, mais de vivre l'arrivée de notre bébé à la maison, dans notre cocon, chez nous, sans avoir le stress de devoir aller dans un milieu hospitalier. On a trouvé une sage-femme plus ou moins dans notre région quand j'étais enceinte de plus ou moins 6 mois, et il s'avère que comme elle était à 40 minutes de voiture, elle nous a prévenu que, a priori, elle ne pourrait pas être là au moment de la naissance et qu'elle arriverait probablement un peu en retard. L'idée a fait son petit chemin dans notre tête et c'est vrai que du coup on s'est un petit peu préparé à vivre ça seul, avec la collaboration de la sage-femme qui nous a vraiment aidé, répondu à nos interrogations, à nos angoisses, pour vraiment pouvoir nous permettre de nous mettre dans notre bulle et de pouvoir vivre cette naissance le mieux possible, sans angoisse, sans stress, etc. et en connaissant un petit peu le déroulé d'une naissance à domicile, sans avoir du coup l'aide d'une sage-femme ou d'un médecin qui est là sur place. C'est quelque chose qui ne m'est pas inconnu puisque j'ai pas mal d'amis qui avaient fait ce choix-là, et surtout moi je suis née à la maison et mon frère aussi, avec des sages-femmes, mais ma maman a fait le choix de faire 2 accouchements à la maison pour ses 2 enfants, et du coup c'est quelque chose dont on a toujours parlé assez librement. D'ailleurs sur Instagram, elle raconte même ma naissance sur plusieurs posts qu'on avait fait il y a déjà je crois 2-3 ans, mais il faudrait que j'essaye de les ressortir pour vous les montrer si jamais, je pense que ça peut en intéresser certains. Du coup, quand je suis tombée enceinte de ce 4e enfant, et déjà même avant, c'était déjà sûr et certain qu'on allait revivre le même type de naissance. Maintenant qu'on a vécu quelque chose d'aussi magique, seul, juste mon compagnon et moi avec notre bébé, on ne se voyait pas du tout avoir une tierce personne qui vient vivre cette naissance avec nous, du moment évidemment où tout va bien, où on est en bonne santé, autant bébé que moi, et du coup on s'est préparé à vivre ce 4e accouchement de la même façon que le 3e, c'est-à-dire avec une sage-femme qui va me faire tout le suivi de grossesse, donc la même sage-femme qu'on a eu pour la précédente grossesse, et qui sera là également pour le postpartum, mais qui ne sera pas là au moment de la naissance, puisqu'on va l'appeler quand on en aura besoin, c'est-à-dire après la naissance ou alors au dernier moment. Comme je reçois énormément de questions à ce sujet, donc au niveau de la préparation, au niveau de comment ça se met en place, du matériel, etc. pour une naissance à domicile, je me suis dit que je n'avais pas les compétences pour faire une vidéo générale sur laquelle je vais vous donner des conseils. Par contre, j'ai les compétences pour vous parler de notre expérience et de comment ça s'est passé pour nous et de comment on prépare les choses pour ce 4e accouchement en ce qui nous concerne. Du coup, je vous avais demandé sur Instagram quelles étaient les questions que vous vous posiez. J'ai essayé de préparer un palmarès, donc vraiment un mix des questions qui reviennent le plus souvent et qui sont peut-être le plus intéressantes à aborder sur cette vidéo. Et du coup, je vais répondre à vos questions sur cette vidéo, sur notre préparation et notre expérience à l'accouchement à la maison, sans assistance. Déjà, il faut savoir qu'une naissance sans assistance, c'est une naissance où il n'y a pas de corps médical, donc pas de sage-femme, pas de médecin, etc. Cela dit, dans mon cas, c'est un petit peu faussé dans le sens où j'ai envie que la sage-femme soit là à peu près 1 heure après l'accouchement pour vérifier que tout aille bien, autant pour bébé que pour moi. Certaines mamans ne le font pas et elles vivent tout toutes seules, il n'y a aucun souci avec ça. C'est quelque chose avec lequel j'aurais pu me sentir à l'aise, mais moi je suis assez en confiance avec ma sage-femme, et du coup j'aime savoir qu'elle va passer 1 heure après la naissance et qu'elle va vérifier que tout est ok et qu'on peut démarrer notre postpartum dans les meilleures conditions. Ça c'est vraiment libre à chacun, c'est notre façon de vivre les choses. La première question c'est comment est-ce qu'on arrive à lâcher prise et à se faire confiance pour une naissance à domicile? Alors je pense que chacune est différente, que ce soit pour un 1er bébé ou pour un 4e, on peut tout à fait faire le choix d'une naissance à domicile, c'est quelque chose qui ne regarde que les parents et finalement la santé de la grossesse, mais c'est vrai que dans mon cas, j'ai un vécu qui fait que je ne pouvais plus avoir confiance au protocole hospitalier, dans le sens où j'ai eu un premier accouchement qui a été dramatique pour mon premier enfant il y a maintenant plus de 10 ans, c'est une naissance qui a été absolument traumatisante pour lui comme pour moi. On a vécu des violences obstétricales qui étaient horribles et que je ne souhaite clairement à personne, et ça a fait son petit bout de chemin, ce qui a fait que déjà ma seconde fille est née dans des conditions complètement physiologiques et respectueuses avec ma propre sage-femme, et je l'ai vécu totalement différemment. Quand je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, on en a beaucoup discuté avec mon conjoint, et lui n'était pas hyper au clair avec une naissance à domicile, dans le sens où lui c'est son premier enfant, Nao est son premier enfant, et il avait un petit peu peur qu'il y ait un problème de santé au moment de la naissance avec son bébé ou avec moi, auquel on ne puisse pas faire face et qu'il ne sache pas comment réagir sur le moment. Donc c'est des choses desquelles on a pas mal parlé, et finalement c'est lui qui est revenu vers moi quand j'étais enceinte de 6 mois et qui m'a dit je suis prêt à vivre ça avec toi, parce qu'en réalité c'est toi qui dois prendre cette décision là, c'est ton corps et c'est toi qui vas accoucher, donc si tu as envie d'accoucher à la maison, on peut trouver une sage-femme, je vais te soutenir là-dedans. Et en réalité c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question avant, mais c'est clairement le corps de la femme qui fait tout ce travail de naissance et qui doit pouvoir se sentir dans un cocon qui est rassurant pour elle. Chacune a ses propres limites, chacune a ses propres conditions dans lesquelles elle se sent bien. Moi c'est vrai qu'à la maison, entourée juste de mon chéri, c'était le cadre dans lequel je voulais me sentir bien pour accoucher. Je me suis énormément documentée, je connais mon corps par cœur, je vis mes grossesses très en conscience, et c'est vrai que c'est plein de petites choses qui me permettent de savoir que j'ai un équilibre avec mon corps qui est parfait et qui me permet de pouvoir vivre cet accouchement à la maison.
Et encore, c'est propre à moi-même, ça ne veut pas dire que l'histoire de quelqu'un d'autre sera fausse, ça veut juste dire que mon histoire à moi, c'est celle-là. La deuxième question, c'est est-ce que trouver une sage-femme qui accepte, c'est difficile? Alors en fait, ça dépend tout de la région dans laquelle vous habitez. En Suisse, on trouve relativement facilement des sages-femmes qui font des accouchements à domicile. C'est un sujet qui est un petit peu moins tabou que par exemple en France. Après, c'est vrai que je ne sais pas dans les détails comment ça se passe ailleurs, mais je sais qu'en France, il y a beaucoup de déserts médicaux et il y a beaucoup de régions dans lesquelles vous n'allez pas trouver une sage-femme qui exerce à domicile. Aussi parce que les conditions de travail des sages-femmes en France sont hyper compliquées, en termes de revenus, en termes de reconnaissance, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui n'exercent pas à domicile à cause des conditions de travail. En Suisse, c'est vrai que c'est une question qui se pose un petit peu moins, et du coup j'ai trouvé relativement facilement. On peut trouver sur internet, au bouche à oreille, en s'adressant à une maison de naissance éventuellement, enfin voilà, il y a plein de petits moyens de pouvoir contacter une sage-femme. Le mieux, c'est évidemment de le faire le plus tôt possible dans la grossesse, parce que plus on va avancer dans la grossesse, plus il y a de chances que les sages-femmes qu'on va trouver ne soient pas disponibles à ces dates-là, puisqu'elles doivent quand même être disponibles un certain laps de temps avant et après le terme. Et après, l'autre chose qui rentre en ligne de compte aussi dans le fait que la sage-femme va accepter ou non de suivre une naissance à domicile, c'est bien évidemment les protocoles qui tournent autour de la naissance. Donc il faut vraiment qu'il y ait une parfaite santé au niveau de la maman et au niveau du bébé. Il y a malheureusement plein de situations dans lesquelles la majorité des sages-femmes ne vont pas accepter de suivre une naissance pour ne pas prendre de risques. La question d'après, c'est combien de temps avant la naissance as-tu décidé de le faire à la maison? Et bah du coup, comme je vous l'ai expliqué avant la naissance de Nao, ça s'est décidé à 6 mois, même si c'était déjà une idée qui était dans ma tête depuis longtemps, et pour bébé Flétule, c'était déjà décidé depuis avant même sa conception, c'était une évidence entre nous. La question suivante, c'est comment savoir si le bébé est en souffrance sans monitoring? Alors ça, c'est une question que j'ai posée directement à ma sage-femme parce que je ne voulais pas dire de bêtises, donc évidemment je pense que chaque sage-femme aura sa propre réponse à ce sujet. Ce que m'a expliqué la mienne, c'est que de toute façon, l'environnement va beaucoup jouer sur une éventuelle souffrance du bébé. C'est-à-dire que quand on a une naissance médicalisée, quand on a par exemple des injections pour déclencher l'accouchement, quand on a une péridurale ou ce genre de choses, c'est des choses qui vont influer sur le corps, influer sur les hormones naturelles dégagées par le corps pendant une naissance, et c'est des choses qui potentiellement peuvent pousser le bébé à être en souffrance. En réalité, il y a énormément moins de pourcentage de risque d'un quelconque problème quand on fait un accouchement à la maison plutôt qu'un accouchement en milieu hospitalier, justement parce que dans le cas d'une naissance à domicile, rien n'est médicalisé, on va laisser vraiment le corps faire son propre travail. Et après, dans mon cas à moi, mais là encore c'est mon expérience, en fait j'ai accouché tellement vite pour Nao et je m'attends à accoucher tellement vite pour ce 4e bébé. Pour rappel, ça a duré 20 minutes pour Nao entre le début du travail douloureux et sa naissance, que du coup c'est même pas des questions qu'on va avoir le temps de se poser, parce qu'en réalité je vais sentir mon bébé qui bouge, quand il va commencer à arrêter de bouger je vais le sentir descendre, donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète, et c'est pas quelque chose non plus qui inquiète ma sage-femme dans ce cas-là. La question suivante c'est, je voulais savoir ce qu'il se passe si bébé a le cordon autour du cou en sortant, peut-on gérer ça seul? Là encore, moi j'ai ma réponse, mais j'ai quand même préféré demander à ma sage-femme sa réponse à elle, pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Et en fait, ce qui s'est passé avec la naissance de Nao, c'est qu'il avait pas le cordon autour du cou, mais il l'avait en sac à dos, donc vraiment coincé autour des bras, avec les épaules prises vers l'arrière. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a constaté très rapidement au moment de l'expulsion, et du coup j'ai pu retirer le cordon en le serrant près de moi pour ne pas que le cordon soit trop tiré et qu'il y ait trop de tension. Donc avec un cordon autour du cou, selon ma sage-femme, et c'est ce que j'imaginais aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au moment de l'expulsion, je ne suis pas seule, j'ai un conjoint, moi je vois aussi ce qu'il se passe, et du coup ça va nous permettre de réagir hyper rapidement et de ne pas tirer sur le cordon pour ne pas faire de tension, pour enlever simplement le cordon autour du cou du bébé. Donc c'est vraiment quelque chose auquel oui, on peut réagir à la maison, mais c'est vrai qu'il faut être un minimum réactif. La question d'après, c'est que faites-vous du placenta? Pour Nao, c'est un de mes principaux regrets, je n'ai rien fait avec le placenta, on l'a jeté aux déchets organiques et c'est quelque chose que je regrette amèrement parce que j'étais vraiment pas assez renseignée sur le postpartum et sur tous les bienfaits qu'on pouvait avoir avec le placenta et avec même le cordon simplement. C'est vrai que là maintenant c'est quelque chose que je vais vivre différemment puisque j'ai envie d'avoir une impression de mon placenta sur une grande feuille pour pouvoir en faire un cadre, j'ai envie éventuellement de le transformer en gélules pour pouvoir les consommer pendant mon postpartum et me redonner un petit peu de l'énergie qui m'a été mangée pendant la fin de grossesse et l'accouchement. En fait, j'ai envie vraiment de garder une trace de ce placenta et de cet organe qui a été créé pour la grossesse de bébé Flétule et qui m'a permis de le faire vivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et j'ai vraiment très envie de ritualiser tout ça. Donc pour ce faire, il y a une doula qui va venir à la maison et qui va s'occuper de mon placenta quelques jours après la naissance. En attendant, je pense que je vais simplement le congeler, donc ça va dépendre un petit peu de quand elle vient. Je vais vous faire de toute façon, je pense, une vidéo YouTube ou alors des réels sur son travail et sur ce qu'elle va faire avec le placenta. Il y aura aussi probablement des photos et ça va être ma façon à moi de ritualiser cette dernière naissance. La question suivante c'est, y a-t-il des règles à suivre en Suisse et quel est l'administratif?
Alors en réalité, il n'y a pas grand chose, en tout cas dans ce que moi j'ai fait comme démarche, il n'y avait pas grand chose, déjà pour la naissance de Nao. Donc dans mon cas, il fallait que j'ai une sage-femme à domicile. Typiquement, mon gynécologue, quand je lui ai dit que j'allais accoucher à la maison, je lui ai aussi donné le nom de la sage-femme qui allait me suivre à domicile, même si à terme elle ne sera pas là, mais ça à la limite ça ne le regarde pas. Mais au moins de savoir qu'il y a une personne référente qui va prendre le relais en fin de grossesse pour les contrôles, etc. Et au-delà de ça, il n'y a pas grand chose à faire, en tout cas dans mon cas je n'ai pas fait grand chose, c'est vraiment la sage-femme qui s'est occupée de presque tout. Après le seul truc qu'il faut faire qui change d'une naissance en maternité, c'est simplement d'aller enregistrer soi-même son enfant à l'état civil dans les jours ouvrables qui suivent la naissance. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose qui prend énormément de temps. En Suisse, j'ai jamais entendu de problème à ce niveau-là en termes de signalement ou autre, donc c'est vraiment quelque chose pour Nao en tout cas qu'on a fait très facilement, où on était allé je crois 3-4 jours après sa naissance, et puis après ça il y a peut-être quelques contrôles qu'il va falloir faire à la maternité, donc par exemple le contrôle des hanches, le contrôle des oreilles, etc. Donc ça c'est des choses que la sage-femme ne va pas forcément pouvoir faire au complet à la maison, parce qu'elle a pas forcément le matériel. Donc elle va venir faire les premiers soins de bébé, les premiers contrôles, elle vient les premiers jours après la naissance aussi, tant qu'on en a besoin. Et moi, dans les jours qui suivent, je peux aller chez mon pédiatre ou alors à l'hôpital en maternité pour faire les contrôles qu'elle n'aura pas pu faire elle. La question d'après, c'est comment ça va se passer si bébé se met en siège. Nao était en siège jusqu'à quelques jours avant le terme, c'est quelque chose qui m'avait énormément angoissée parce que j'avais compris que dans ma région, il y avait personne en maternité qui était d'accord de pratiquer des voix basses avec un bébé en siège. Donc je me suis mis énormément de pression avec ça, j'ai fait beaucoup de choses pour aider mon bébé à se retourner, chose qu'il a fait bien heureusement, mais sinon j'aurais fait une naissance voix basse, mais dans un hôpital qui est assez loin de chez moi, à 1 heure, où je n'aurais pas eu le temps d'arriver, qu'on se le dise, où il y a un médecin qui est d'accord de suivre des naissances en siège. Là encore, j'ai posé la question à ma sage-femme, parce qu'en fait j'ai pas mal de connaissances qui ont vécu une naissance en siège à domicile, pour laquelle ça s'est très bien passé, et j'avais envie de demander à ma sage-femme quels étaient les risques réels de faire une naissance à domicile avec un bébé en siège. Et en réalité, il n'y a pas réellement de contre-indication, c'est une naissance qui va se passer simplement différemment, qui est parfois même plus douce qu'une naissance qui commence par la tête, simplement parce qu'on a le corps du bébé qui va passer avant le crâne. Après ça va dépendre aussi de la position de bébé, de nos hanches, etc. Mais en réalité il n'y a pas réellement de contre-indication à faire une naissance voix basse avec un bébé qui est en siège. Particulièrement pour moi qui attends mon 4e bébé, donc si par hasard bébé devait se mettre en siège, j'accoucherais quand même à la maison. Mais après ça c'est quelque chose qui est propre à chacun, je sais que dans les protocoles hospitaliers c'est quelque chose qui est assez souvent refusé, on a même souvent des césariennes imposées dans ce genre de cas, mais ce n'est pas forcément impossible et j'ai plusieurs connaissances du coup, voire amis, qui m'ont prouvé qu'effectivement on pouvait tout à fait le faire. La question d'après c'est comment ça se passe pour le cordon? Est-ce que vous ferez le bébé lotus ou est-ce que vous le couperez? Alors je ne compte pas faire un bébé lotus pour plein de raisons, c'est quelque chose que je trouve absolument magique mais que je n'ai pas envie de faire moi-même, qui ne m'intéresse pas spécialement dans mon cas de figure à moi. Par contre on attend bien évidemment que le cordon finisse de battre, donc vraiment pour Nao on avait pris plus que le temps nécessaire, c'est-à-dire qu'on l'avait clampé après à peu près 1 heure, et puis là ça sera pareil, on va pas se mettre de pression à ce sujet-là, mais on va laisser vraiment le cordon finir de battre et finir de transmettre tous ses bienfaits à bébé avant de clamper le cordon. La question d'après, c'est est-ce que tu as des techniques pour gérer la douleur? Là encore, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Moi, pour mon 2e bébé, j'avais fait de l'hypnose prénatale, donc vraiment quelque chose qui m'avait permis d'apprendre à me mettre dans ma bulle et à me couper complètement du monde extérieur, ce qui était assez pratique dans le sens où je n'étais pas à la maison pour cette naissance-là, mais c'est des choses que j'ai réutilisées pour la naissance de Nao et que je compte réutiliser maintenant. Donc j'ai vraiment maintenant la capacité de me couper complètement de ce qui se passe autour de moi, de me mettre complètement dans ma bulle, d'accompagner les contractions, de ne pas les voir comme des ennemis, mais vraiment comme des alliés qui vont m'aider à accueillir mon bébé et à le pousser vers l'extérieur pour qu'il puisse rejoindre mes bras. Donc en tout cas dans mon cas c'est vraiment tout un travail de conscience que j'ai dû faire pour vraiment comprendre que les contractions sont là pour m'aider, elles sont là pour m'accompagner, c'est des vagues qui vont me permettre d'arriver en direction de mon bébé. Et il y a aussi une histoire de visualisation, donc vraiment de visualiser son bébé qui descend dans notre corps, qui descend dans notre bassin et qui arrive vers la sortie. Et ça c'est tout des choses où je suis persuadée que le mental joue sur le physique et que ça aide énormément. Il y a plein d'autres astuces évidemment, moi c'est ça les 2 choses principales que j'ai utilisées. Je me suis aussi permis de crier quand j'en avais besoin, de faire des cris graves qui ressemblaient plus à des espèces de chants qu'à des cris réellement, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'extraire mes douleurs, de les sortir, de les extérioriser pour ne pas les emmagasiner et puis les vivre de la mauvaise façon. Et j'ai passé pas mal de temps dans la baignoire, dans une baignoire avec de l'eau à une température où je me sentais bien. L'eau chaude c'est aussi quelque chose qui m'a énormément soulagée et qui m'a aidé à traverser le travail et le pré-travail le plus facilement possible. Et après on voit souvent passer une astuce qui à mon avis doit très bien fonctionner mais que je n'ai pas encore essayé,
c'est l'astuce du peigne. Donc d'avoir un peigne qu'on va tenir dans notre main et qu'on va serrer dans notre main pour avoir les picots du peigne qui vont se planter un petit peu dans la paume de notre main et qui vont permettre à notre cerveau de penser à une autre douleur que celle qui est dans notre corps. Au-delà de ça, on peut mettre du chaud sur le bas du dos, on peut demander à notre conjoint de nous masser, on peut utiliser un ballon de yoga, on peut faire le balancier avec nos hanches, on peut marcher, enfin il y a vraiment plein de choses qui vont pouvoir permettre, sans l'ombre d'une péridurale, de pouvoir non pas gérer les contractions mais vraiment les accueillir et les vivre un petit peu différemment pour laisser notre corps faire son travail et notre bébé arriver. La question suivante c'est, est-ce que tu prends quelque chose pour préparer ton col? Homéopathie, tisane, etc. Et pas du tout. Alors là, de toute façon, c'est trop tôt pour faire quoi que ce soit, mais déjà pour Nao, j'avais tellement pas envie d'arriver au terme de cette grossesse, j'étais tellement bien enceinte, que j'ai rien eu envie de précipiter. Nao est née 7 jours après terme, et c'était complètement ok pour moi. Du coup, avec bébé flétule, je m'attends à vivre plus ou moins la même chose, je ne me mets aucune pression, j'ai envie que cette grossesse dure longtemps, le plus longtemps possible, même si je me réjouis évidemment de rencontrer mon bébé, mais c'est vrai que du coup, je ne vais rien faire de particulier pour aider mon col, ni quoi que ce soit. Je vais laisser mon corps faire le travail comme il le sent. La question suivante, c'est, as-tu des ouvrages à conseiller sur l'accouchement à domicile? Alors des livres en soi, vraiment sur l'accouchement à domicile, non. Il en existe sûrement, mais moi j'en ai pas à recommander. Par contre, il y a le livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui est un livre génial quand on est justement pas très rassuré à l'idée simplement de la naissance, et où on a envie de comprendre comment fonctionne notre corps, comment fonctionnent nos contractions, et comment est-ce qu'on peut vivre au mieux ce travail. Ça c'est un livre qui est génial, que j'avais lu avant la naissance de mon deuxième bébé, et ça c'est vraiment un livre que je recommande à toutes les futures mamans. En dehors de ça, il y a 2 documentaires que je peux vous conseiller, 2 documentaires qui sont absolument magiques. Le premier, c'est L'Arbre et le Nid, qui est un reportage québécois sur lequel on va suivre des naissances à domicile. C'est vraiment quelque chose de magnifique, où on voit tout le travail de préparation autour d'une naissance à domicile, le déroulé d'une naissance à domicile, le postpartum, où on parle avec des mamans, des parents qui l'ont vécu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé ma vision de la maternité quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé. Et le deuxième reportage que j'ai vu finalement assez récemment, parce que c'est un reportage qui est super récent, c'est le fameux documentaire de Nina Nahr qui s'appelle Faut pas pousser. Ce documentaire-là, il permet vraiment de comprendre la nuance entre les protocoles hospitaliers et les naissances à domicile. C'est pas quelque chose qui va cracher sur les maternités, c'est vraiment pour permettre d'avoir un autre regard sur ce qui est fait en maternité et sur ce qui peut être fait à la maison, et c'est quelque chose qui permet aussi de se reconnecter vraiment à ses instincts profonds. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on a souvent de la peine à se rappeler que peu importe l'endroit où on accouche, notre corps sait faire. La question suivante c'est, as-tu prévu que vos enfants seront présents ou quelque chose de plus intime à deux? Donc non, déjà pour la naissance de Nao, mes aînés n'étaient pas là, j'ai appelé ma maman quand j'ai senti que le vrai travail allait commencer, elle est venue les chercher, et là ça sera pareil, je n'ai pas envie que mes aînés soient là, d'autant plus parce qu'il n'y a pas de sage-femme et parce que je ne me vois absolument pas gérer mon accouchement et en même temps les enfants, mon conjoint non plus, enfin on a vraiment envie de pouvoir se concentrer là-dessus. Donc là ça sera pareil, c'est ma maman qui va s'occuper des enfants le temps de la naissance et probablement les 2-3 jours suivants pour qu'on puisse vraiment se reposer et puis prendre soin de notre bulle, nous découvrir tous les 3 avant d'accueillir les enfants et de se retrouver avec une famille de 6 personnes. Par ailleurs, j'ai quand même posé la question à mes enfants de savoir s'ils avaient envie d'être là ou pas, et en fait ni l'un ni l'autre n'est intéressé, ils se réjouissent tous les deux de l'arrivée de ce bébé, mais mon fils aîné est très angoissé à l'idée de voir éventuellement cette naissance, et ma fille n'est pas spécialement attirée par ça, donc je me vois pas du tout leur imposer ça. La question suivante c'est, est-ce que c'est le papa qui coupe le cordon une fois le bébé sorti? Ça c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu particulier, pas du tout la question hein, mais le fait de considérer que c'est au papa de couper le cordon. Le cordon c'est ce qui relie physiquement l'organe qui a permis de vivre au bébé pendant toute la grossesse et la maman au bébé, et c'est vrai que l'idée en soi que le papa le coupe, je trouve presque un petit peu violent. Dans le sens où ce n'est pas au papa de couper physiquement le lien qui rattache encore la mère à l'enfant. Même si on est d'accord que sur le fond, le lien d'attachement n'a aucun rapport avec ça. Mais c'est vrai que l'idée physique de voir le papa qui coupe le lien entre l'enfant et la mère, je trouve ça un peu particulier. Et j'ai l'impression qu'en maternité, on propose assez facilement au papa de couper le cordon, parce que en réalité, le rôle du papa n'est pas mis au centre des événements pour une naissance en maternité qui est pleine de protocoles. À la maison, c'est différent parce que mon conjoint aura complètement son rôle à jouer, puisqu'il sera seul avec moi, et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on va vivre intensément et vraiment de manière fusionnelle tous les deux. Donc en réalité, peu importe qui va couper le cordon de lui ou de moi, puisque tout au long de la naissance, on aura les deux eu un impact énorme et une importance. Même si encore une fois, évidemment, c'est mon corps qui va faire le travail, mais je sais que je n'y serais pas arrivée sans la présence de mon conjoint qui est là pour me soutenir. La question suivante c'est, fais-tu autant de contrôles gynécologiques que pour un accouchement à l'hôpital? Alors en réalité, en tout cas en Suisse, il n'y a aucune obligation en termes de contrôle. On peut même ne pas en faire du tout si on veut. Moi c'est vrai que je me sentais pas de pas en faire, par contre j'avais vraiment envie de limiter au maximum. Donc j'ai fait très peu de contrôles, mais pas parce que j'accouche à la maison ou quoi que ce soit, simplement parce que j'en avais envie. Mais même pour
pour une naissance à l'hôpital, on peut tout à fait décider de limiter excessivement les contrôles, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacune. La question suivante, c'est comment a réagi ton entourage? Le mien serait clairement opposé. Alors, ma maman a accouché à la maison, du coup, évidemment, c'était une question qui ne se posait pas du côté de mes parents. Mes proches étaient hyper soutenants par rapport à ça, et mes beaux-parents n'ont émis aucune remarque à ce sujet-là. On a appris après qu'en fait, ils avaient été relativement inquiets pour le bébé et pour moi, mais ils nous ont pas du tout fait vivre leur angoisse, et ils nous ont laissé vivre ça comme on en avait envie. Ils ont été même soutenants, et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve absolument génial, même si dans tous les cas, ça ne regarde que nous, mais on a été relativement soutenus dans cette décision. La question suivante, c'est as-tu eu une phase de désespérance pendant le travail? Je pense qu'on l'a toutes, mais qu'on l'a toutes à une échelle différente. C'est-à-dire que ça peut durer plus ou moins de temps, ça peut être d'une violence plus ou moins consistante. Moi, dans mon cas, la phase de désespérance, je l'ai vécue, mais vraiment de manière très très légère, parce qu'en réalité, c'est au moment du cercle de feu, donc c'est au moment où j'ai senti que la tête de mon bébé était en train de sortir, et où j'ai eu en fait excessivement mal. Et quand j'ai ressenti cette douleur-là, immédiatement, mon cerveau m'a envoyé l'information, si tu as mal à ce point-là, c'est que c'est la fin, et c'est que t'arrives au bout de cette naissance. Donc j'ai réussi très très rapidement à reprendre le dessus, ça a duré vraiment quelques secondes, et j'ai repris le dessus, parce que je savais qu'il y a que moi qui pouvais faire ce travail-là, et que j'étais vraiment à la fin. La question suivante, c'est quels sont tes indispensables pour un accouchement non assisté? Alors encore une fois, pour le postpartum, j'ai prévu des choses pour moi, je n'ai pas prévu de choses pour les contrôles, les pesées, ce genre de choses, parce que ma sage-femme va venir faire les premiers contrôles et les premiers soins. Donc vraiment pour la naissance elle-même, pour le moment de l'accouchement, ce que je prévois, c'est une baignoire avec de l'eau chaude, que j'ai envie d'y accoucher ou que j'ai simplement envie d'y calmer les contractions, des alaises pour le lit au cas où j'accouche dessus pour ne pas abîmer le matelas, des serviettes éponges qu'on peut jeter par la suite, donc nous on prend des vieilles serviettes éponges qui traînent par là. D'ailleurs pour la naissance de Nao, on avait pris une espèce de grande bâche de camion pour protéger le matelas et c'était la pire idée du monde parce qu'en fait tout le long de l'accouchement j'ai entendu chaque fois que je me tournais et c'était hyper désagréable. Donc là très clairement ce sera deux alaises les unes sur les autres avec des serviettes éponges, ça sera très bien. En dehors de ça je prévois des langes de gaz pour pouvoir prendre mon bébé contre moi et nous mettre plus ou moins au chaud. Et le reste, en fait rien du tout. Il y a évidemment tout ce qui concerne le postpartum, donc les soins pour moi, les jours suivants, les soins pour bébé, les couches, etc. Par contre pour la naissance en elle-même, je ne prévois vraiment pas grand chose. La question suivante c'est as-tu peur ? Et en réalité, absolument pas. Zéro, vraiment aucune angoisse du tout. Alors déjà pour Nao, je ne me rappelle pas avoir eu de moment de peur, même au moment du travail, je ne me souviens pas avoir eu peur, ni avoir remis en question mon choix, ni avoir angoissé à un quelconque sujet, et là non plus, pas du tout. Je me réjouis de vivre ça comme je me réjouis de vivre ces dernières semaines de grossesse, je suis vraiment pas angoissée du tout. La question suivante c'est, les voisins sont prévenus avant ou c'est une surprise pour les cris éventuels? Alors cette fois-ci, on ne les préviendra pas parce qu'on est dans un appartement qui est relativement bien isolé. Par contre, pour la naissance de Nao, on était dans un appartement qui était très très mal isolé, et du coup mon conjoint a prévenu les voisins 2-3 jours avant je crois, en leur expliquant que j'allais accoucher à domicile et que probablement il y aurait des bruits mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il s'avère qu'heureusement je n'ai pas accouché pendant la nuit, j'ai accouché le soir, et ce qui était assez rigolo c'est que le lendemain de l'accouchement, on a croisé un couple dans l'escalier dont le mari a dit à mon conjoint « Ma femme a entendu la vôtre accoucher et depuis elle ne veut plus d'enfants ». Cela dit, c'était dit sur le ton de la plaisanterie, et il s'avère qu'ils ont eu un bébé avec lequel ils ont eu aussi une naissance à domicile il y a quelques temps, et du coup je trouve ça absolument magique. La question suivante c'est, accoucheras-tu dans la pièce où vous dormez ou bien as-tu prévu un autre endroit? En fait je n'ai rien prévu du tout. J'ai prévu d'avoir mon cocon dans mon appartement, que ce soit dans la salle de bain si j'ai envie, sur le canapé si j'en ai envie et dans la chambre à coucher. Et en fait j'accoucherai où j'en ai envie, comme j'en ai envie sur le moment, et c'est là toute la magie d'une naissance respectée et physio, c'est que je vais pouvoir faire comme je veux sur le moment et que tout est accessible à moi si j'en ai envie ou si j'en ai besoin. Et voilà, j'arrive au terme des questions. Alors évidemment j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais j'ai pris un petit peu celles qui revenaient le plus souvent, et ça va me permettre du coup de vous envoyer le lien si tout d'un coup il y a des femmes qui se posent des questions sur ce sujet-là. Alors bien évidemment c'est pas des réponses générales, c'est des réponses qui ne concernent que moi, chacune est libre de son propre choix. Je sais qu'il y a plein de femmes qui ne se sentiraient pas à l'aise avec une naissance à domicile et c'est complètement ok. La seule chose dont je rêve c'est que toutes les femmes aient conscience de la puissance de leur corps et de leurs capacités. Peu importe où elles ont envie d'accoucher, peu importe les conditions de la naissance, on a plein de choses à disposition actuellement dans notre société et c'est tant mieux, mais simplement avoir conscience que notre corps peut faire des merveilles, des miracles, et que donner naissance à un bébé c'est quelque chose d'incroyable dont on est capable. Et je pense que rien que cette idée-là, c'est quelque chose qui peut complètement bouleverser la façon de laquelle on va vivre une naissance, même si c'est une naissance qui se passe à l'hôpital avec une péridurale, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, il n'y a pas de bonne façon d'accoucher et de mauvaise façon d'accoucher, chacune fait ses choix en fonction d'elle-même, de ses ressentis, de ses conditions, de sa situation, et c'est très bien comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, mais un petit peu plus détaillées, que ce soit sur le matériel postpartum ou ce genre de choses, n'hésitez pas à demander, je peux tout à fait faire d'autres vidéos. En attendant, je vais en rester
rester là pour celle-là qui est déjà relativement complète et je vais aller me moucher. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous dis à tout bientôt sur Instagram, sur TikTok ou ici sur YouTube dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!